ouais, putain, pendant ma session, je me suis fait scam, j'ai dû bloquer ma carte, etc. Elle me dit, ah ouais, c'était quoi et tout. Je lui ai dit, bah écoute, c'est des taxis, bim, en boucle, ils prenaient 50, 50, 50. Heureusement, je les ai arrêtés à 300 dirhams, donc 300 dirhams, c'est 75 €, tu vois. Ouais. Sachant que les taxis ici, ça vaut pas cher, tu vois. Donc pour aller à 75 € de taxi, faut faire un très gros trajet quand même, tu vois. Et elle me dit, ah, et t'as tout bloqué ta carte, il n'y a plus rien, tu es sûr, il y a tout bloqué. Je dis, bah ouais, pourquoi? Elle me dit, bah parce que c'était moi qui essayais de booker un taxi. Je dis, oh là là. Et tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais il fallait me demander si c'était moi. Je dis, mais c'est toi qui utilises ma carte. C'est toi qui utilises ma carte. C'est à toi de me demander si tu utilises ma carte. C'est pas à moi de te demander est-ce que c'est toi Énorme. qui viens de... Est-ce que c'est toi qui viens d'utiliser ma carte? Ça, Bref, énorme. bon, voilà, c'est beaucoup moins grave. Mais bon, en tout cas, je suis désolé pour toi. Mais en tout cas, ça, c'est le starter pack, mec, t'inquiète pas. Les banques ici, elles ont tendance à couvrir ce genre d'incidents. Ils sont coutumés du fait. Donc voilà. J'espère que tu restes en forme pour le podcast. Tu restes plein d'énergie ou pas? Ah oui, je suis plein d'énergie. full C'est pour ça énergie. le café. C'est pour remonter Allez, un petit café. la Cette fois-ci, dopamine. c'est du vrai café, C'est les du amis. vrai C'est café. du vrai café à l'intérieur. Parce que je pense que quand ça sortira, il y aura cette histoire de café qui sera déjà bien avant. Trêve de plaisanterie, trêve de beaucoup trop longue introduction. Bronx, très content de t'avoir sur la chaîne. Moi, je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça fait déjà, on a l'impression que ça fait déjà plus d'1 an. On a vécu des choses incroyables avec ton acolyte de toujours, Toast FX, que je salue s'il nous regarde. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas sur ma chaîne en tant que trader? Ouais, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Corentin. Mon surnom dans le game, dans l'industrie, c'est Bronx FX. Peut-être que ça deviendra Corentin Ignacio à l'avenir, je sais pas. Ah, ça y est, je commence. Personal branding, ouais. Je sais pas. Ça y est, tu grandis. Je grandis petit à petit. Non, mais c'est vraiment une question que je me pose. Mais en tout cas, c'est Bronx FX sur YouTube, tout ça. Et donc, je suis l'heureux, j'allais dire propriétaire. je suis l'heureux fondateur de Chrysalite, qui est une école de coaching que j'ai fondée en octobre 2024. Parce que j'ai eu pour habitude de beaucoup mentorer et accompagner en individuel les gens dans le trading. Et après, en fait, j'ai voulu ouvrir ça de manière plus large, raison pour laquelle j'ai fondé mon école. Donc voilà, dans le trading, moi, ça fait 5 ans que je suis sur les marchés financiers. J'ai commencé dans l'industrie du marketing relationnel. Donc évidemment, ça ne m'a pas été utile. Quand j'ai arrêté, c'est là que j'ai commencé à découvrir Smart Money, ICT. Donc à regarder un peu les mentorats, acheter 2-3 formations à gauche, à droite. Donc c'est comme ça que j'ai bâti progressivement ma rentabilité en travaillant beaucoup. Et puis dès lors que je suis devenu rentable, j'ai attendu un peu histoire de consolider. Et puis c'est là que j'ai commencé à créer du contenu sur ma chaîne YouTube et sur les autres canaux. Voilà me concernant. Ok, bah c'est plutôt pas mal. Tu dis que le MLM t'a pas aidé du tout. Moi, je trouve que c'est plutôt une vachement bonne école pour quelqu'un qui, derrière, lance une formation qu'on doit marketer, etc. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, très bonne question. Quand je dis ça m'a pas du tout aidé, c'est plus dans l'angle purement trading. Sinon, ça, c'est clair. Ouais. Je pense qu'en plus, c'est marrant que tu dises ça parce que je pense certainement être l'une des personnes qui est le plus en gratitude vis-à-vis du MLM, parce que je connais beaucoup de personnes qui ont fait du marketing relationnel et qui, dès lors, ont changé d'industrie, se sont mis à cracher sur cette industrie-là, tu vois, à dire le MLM c'est de la merde, etc. Moi, j'ai toujours revendiqué que ça m'a beaucoup apporté, tu vois, sur tous les plans, notamment personnellement, sur ma confiance, sur l'art oratoire, c'est la capacité de bien s'exprimer au téléphone, à l'oral, gérer des équipes. Ça m'a apporté sur tout cet aspect-là qui m'est utile aujourd'hui. En tout cas, pour l'aspect trading, de manière intrinsèque, ça m'a pas du tout été utile, mais sur tous les autres aspects, je suis reconnaissant pour tout ça. Ouais. Ok. Tu viens d'où exactement? Tu ne l'as pas dit. France. France? Où en France? Au centre de la France, Auvergne-Rhône-Alpes, à Vichy, c'est à 1 heure de Clermont. Ah ok, donc là tu as un contraste qui est énorme entre Dubaï et Vichy. Ouais, énorme. C'est quoi le passage de Vichy à Dubaï? C'est quoi en fait? C'est quoi le déclic? C'est marrant parce que j'ai une anecdote comme ça à l'aéroport pour venir ici, donc vraiment l'expatriation officielle. Je rencontre une personne qui était de Lyon à l'aéroport et en fait il a vu que j'étais sur les graphiques ou je sais plus comment ça s'est fait et moi j'ai vu qu'il lisait un bouquin et donc en fait on a Icebreaker, on a connecté. Ah, tu fais quoi? Bah je m'expatrie. Et toi tu fais quoi? Je pars en voyage. Et un peu plus tard on s'est recapté à Dubaï et il m'a dit la même chose que toi. Il me dit mais t'as pas voulu faire une ville intermédiaire entre les deux, tu vois? Il comprenait pas. Moi je viens de la campagne et je finis vraiment dans la carte mère du monde.
Et ouais, en fait, il n'y a pas eu de transition. Moi, j'ai jamais fait de grande ville. J'ai jamais habité ni à Paris, ni à Lyon, ni nulle part ailleurs. D'ailleurs, j'ai fait une année à Clermont en tant qu'étudiant, mais je connais pas, je ne suis pas citadin, quoi. Ok, j'ai regardé un petit peu tes réseaux. On t'a beaucoup posé la question de comment s'est passée ton installation à Dubaï. Déjà que les réponses étaient merdiques, mais alors avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, j'imagine que ça va être encore pire. Est-ce que tu entrevois un avenir à Dubaï depuis aujourd'hui? Est-ce que tu entrevois un avenir à Dubaï? Là, j'ai déjà pris mes vols pour Emirates pour rentrer à la maison. Tu peux plus. Mais non, ils ont bloqué mes cartes. Tu peux plus. Wake up. Quel enfer. Je suis bloqué ici. Quel enfer. Tu es bloqué avec moi, Bronx, dans ce podcast. Tu es bloqué dans une boucle. D'ailleurs, pourquoi Bronx? Tiens, c'est marrant ça. Ouais. Alors la base, moi, ça vient de mon nom d'artiste. J'ai pas pris ce nom pour le trading. Je cherchais déjà un nom il y a des années de ça, quand je faisais de la musique. Bon, à la base, j'étais breaker. Et ensuite, je faisais En fait, j'ai voulu toucher un peu à toutes les comment on appelle ça, les activités du hip-hop. Donc beatbox, breakdance, DJ, rap, tout ça. Et en fait, il me fallait un blaze. Et en fait, bon, ça m'est venu parce que il y a deux connotations. La première, c'est vis-à-vis de ma mère. Mm-hmm. C'est que je cherchais un nom qui puisse illustrer l'état d'esprit chaotique. Un peu, le bordel. Et j'ai souvenir de ma mère qui, quand elle rentrait dans ma piole plus jeune, disait « C'est quoi ce Bronx ici ?» Elle m'engueulait, tu vois. Okay. Donc ça, c'est la première connotation qui est la plus importante. Et après, il y a un homosexuel. Ouais. Ça, ok, très bien. C'est ça, exactement. Mais ouais, la deuxième, c'est juste parce que comme je touchais un peu à tout ce qui était de l'ordre de la culture hip-hop, bah, ça faisait aussi un écho à là où est née cette culture, qui est dans le Bronx. Voilà. Ok, très bien. Tu sais ce que je vais probablement dire maintenant. J'ai eu l'honneur, la chance, que dis-je, le privilège d'écouter un des sons du Bronx. Je dois le dire, les gars, ma tête bougeait machinalement des deux côtés. Genre, ça m'a... C'était comme ça. C'était un vieux son. Ça envoie un peu, hein. Ouais. Ça envoie un petit peu. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses que je le mette genre maintenant? Et là, on va couper les accès sur WhatsApp. Je vais supprimer l'audio, comme ça le monteur il sera obligé. Je pourrais l'utiliser en intro de ce podcast. Qu'est-ce que tu penses? En vrai. On verra, vas-y. L'instru est folle. Je te dis, on est sur un mix de The Weeknd et Mario Bros. Tu m'as dit. Et Mario Bros. C'est fou. C'est terrible. Je sais pas comment qualifier ça, c'est terrible, mais la prod est créative en tout cas. Ouais, tu me parlais beaucoup de la prod sur lesquelles je n'ai absolument aucune influence, mais bon, après l'interprétation, c'est-à-dire ce que moi je produis, pas ouf. Mais si on écoute les paroles, on sent que t'es un romantique, hein. T'es un romantique, hein. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un romantique, hein. Ouais, un petit peu, ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton romantisme avec le trading? Quelle est ton histoire d'amour avec le trading? Raconte-moi. Mon histoire d'amour? Bah, par où commencer? Est-ce que tu as une piste à me donner? Alors, est-ce que j'ai une piste à te donner? C'était quoi ton premier trade? Mon premier trade. Sauf, tu sais, on se dit souvent, ton plus vieux souvenir quand t'étais petit, c'est ça. Bon, ton plus vieux souvenir en trading, c'est quoi? Mon plus vieux souvenir, et je regarde une bonne... je t'enverrai les photos si tu veux. Un bon souvenir, c'est qu'avec les équipes, dans le marketing relationnel, on se foutait un peu de la gueule des personnes, parce qu'il y avait un peu une hype dans le MLM. Ils prenaient tous leur téléphone comme ça, et ils montraient leur MT4 avec le doigt comme ça, tu vois. Ils montraient leur MT4 et avec le sourcil un peu comme ça, tu vois. Ouais. En mode cassos, tu vois. Et nous, on n'y comprenait rien. On avait des gros comptes démo à 6 chiffres et on faisait du copy trading avec les signaux qu'on nous envoyait. Et on avait un peu tiré ça sur le plan humoristique où on était en drawdown de moins 50 000 et on a des photos. Enfin, moi, j'ai une photo de moi comme ça en face de la Tour Eiffel, costume mal taillé H&M, tu vois, et comme ça. Et ça, c'est le plus vieux souvenir que j'ai. C'est vraiment un trading qui n'est pas du tout professionnel. On rigolait de ça, tu vois. Okay. C'est le plus vieux souvenir. Donc ça, c'est vraiment le plus vieux. Comment on passe de... Parce que, tu passes d'un compte démo à moins 50K, 6 chiffres sur l'écran, à faire des sourcils à la Dwayne Johnson, vas-y, je vais faire ma formation. Est-ce que quand tu fais ça, moi je me pose la question, est-ce que tu n'as pas peur que les gens qui connaissent ton passé
par exemple, se disent ouais, bon, le MLM, on sait que c'est quand même un scam un peu organisé, c'est une bande organisée le truc. Est-ce que derrière, monter une formation, devenir un personnage public dans le monde du trading, quand tu sais que tu as commencé sur des bases qui étaient véreuses, entre guillemets, est-ce que tu t'es pas posé la question de te dire est-ce que finalement, c'est pas un peu chaud de faire ça? Si, je me suis posé la question, je me suis dit j'ai 2 options. Soit je cache ça aux gens, mais de tôt ou tard, ça ressortira si je prends en famous, tu vois, si je deviens un peu plus connu dans l'industrie. Et vaut mieux que ce soit moi qui dise les choses directement. Bah, mon passé, je dirais pas que je suis pas fier parce que je suis très content de ce que ça m'a apporté. Et moi, je pense qu'en termes d'entrepreneuriat, c'est puissant. Ouais. Maintenant, en termes de trading, c'est catastrophique. Là, c'est compliqué. Mais non, moi, et puis j'avais absolument aucune honte à en parler parce que moi, j'ai toujours fait les choses avec la bonne intention. Tu vois. À aucun moment, moi, je pensais que c'était du scam. À aucun moment, j'étais le genre de gars qui savait t'expliquer la différence entre un MLM et du pyramidal parce que j'avais creusé le truc. Pourtant, Omega Pro, MLM pyramidal. Ouais, tout à fait. C'était quoi la différence entre un MLM et un pyramidal? Alors, il y a plusieurs choses qui les différencient. La première, mais bon, c'est un peu opaque, c'est que le pyramidal, c'est juste un système financier. Donc, c'est un affilié d'un affilié d'un affilié. Alors que dans un marketing relationnel, c'est une entreprise commerciale qui vend un produit ou un service. Donc, c'est backé par autre chose. Et l'aspect d'affiliation, de recommandation, c'est une méthode d'acquisition de la boîte. Mais c'est pas censé être le truc principal. Ça, c'est la première différence. C'est qu'à la base, c'est une activité commerciale qui facture un produit ou un service, genre Tupperware, genre les MLM de voyage, etc. Et moi, dans la compagnie dans laquelle j'étais, bah, ça vendait des services. Tu vois, il y avait une académie de formation, il y avait des lives, donc c'était baqué là-dessus. Et la deuxième chose qui différencie un marketing relationnel d'un système purement pyramidal, c'est que le fait de dire pyramidal, c'est une erreur en soi. Un système pyramidal, c'est pas une pyramide, c'est une ligne. C'est unilatéral. C'est que, donc imagine, toi, tu es la tête de branche, tu vas recruter quelqu'un, qui lui va recruter quelqu'un. Ce qui fait que le mec en bas pourra jamais dépasser le mec en haut. Dans un MLM, c'est différent. C'est binaire, tu as 2 branches. Donc tu places des gens dans ta branche de gauche, dans ta branche de droite, c'est un peu complexe. Et si tu as le nombre de points de manière équilibrée dans les 2 branches, alors tu atteins le niveau de rémunération adéquat. Tu vois. Ce qui fait que si tu as des branches plus équilibrées ou une branche plus développée que la personne qui est au-dessus de toi, bah, tu pourras gagner plus d'argent que la personne qui est au-dessus de toi. Ça, c'est les 2 différences fondamentales. Excellent, merci. Si vous aussi, vous n'avez rien compris à cette explication, vous mettez dans les commentaires « rien capté ». Avec un gros point d'exclamation, ok? Non, c'était très clair. T'as rien compris? compris? Non, bien sûr, j'ai compris. Bien sûr, Il a rien je peux compris. pas dire que j'ai rien compris. Je voudrais aborder avec toi, Bronx, ton rapport personnel au trading via quelques petites questions qui m'intéressent. Je pense qui intéresseront aussi l'audience pour te découvrir un peu mieux. Ma première question, c'est quel est le mensonge le plus courant que les traders se racontent à eux-mêmes, à ton avis? Ouh, c'est une bonne question. Le mensonge le plus courant, je pense la quête du Holy Grail, la quête du concept magique ou de la stratégie miracle. Je pense que c'est ça. Ouais. Il y a plein, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. J'en ai plein. J'ai plein de mécanismes en fait qui me viennent en tête. Mais je pense que le truc principal, c'est la quête du Holy Grail, du Saint Graal, et de penser qu'ils sont à une stratégie d'y arriver alors que c'est pas du tout ça. Alors que c'est quoi? Alors qu'ils y arriveront pas? Je pense que le problème, c'est toutes les stratégies peuvent être plus ou moins rentables, à quelques exceptions. Certaines offriront un meilleur win rate, d'autres de meilleurs rendements, risque-reward. Mais ce qui fait que les gens ont du mal à y arriver, c'est... on a tous déjà vu cette image sur Internet, les 2 mecs sous le sol, les 2 mineurs. Ouais. Et il y en a un qui s'arrête, qui fait demi-tour alors qu'il était à ça de trouver le trésor. Et t'as le mec acharné là, qui va récupérer. Et je pense que ça, c'est le syndrome du trader. C'est que il mine. Donc miner, ce serait l'équivalent de creuser une stratégie, creuser un modèle, creuser une interprétation de marché, ICT, tel indicateur. Et ils font demi-tour au moment où, s'ils avaient continué, ça aurait pu marcher pour eux. Donc le problème ne vient pas du modèle, même si je pense qu'il y a certains modèles qui sont meilleurs que d'autres, certes. Okay. Mais le problème vient d'un manque d'assimilation, d'implémentation et de détermination.
C'est très joli ce que je viens de dire. Ouais, c'est beaucoup de sion, mais ça fait beaucoup de mots en sion, mais ça va, c'est ok. Ok, donc la quête du Holy Grail en fait. Donc est-ce que cette quête du Holy Grail finalement, c'est pas la quête de la meilleure version de soi-même en trading? Je pense que non. Je pense que non, je vais pouvoir t'expliquer mon propos. Parce que en cherchant le Holy Grail, en réalité, tu cherches pas la meilleure version de toi-même. Tu cherches à dissimuler une version de toi-même qui est un peu opaque. C'est-à-dire que tu as conscience que ce qu'il te faut, c'est travailler suffisamment de temps avec suffisamment d'énergie dans un modèle pour pouvoir le maîtriser. Et ensuite, la question des émotions, la question des psychologies. Alors qu'au moment où tu abandonnes quelque chose, eh ben, est-ce que abandonner, c'est être la meilleure version de soi-même? Je pense pas, tu vois. Je pense que c'est une sorte de voile que les traders se mettent pour se dire, bah, en fait, je suis à la quête d'être la meilleure version de moi, mais en vérité, je me mens à moi-même en faisant ça. Parce que je cherche quelque